morning. Bonjour, bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi d'ouvrir la séance d'aujourd'hui par une table ronde qui est devenue un point permanent de notre ordre du jour. Le but de ces débats est d'entendre les États et d'autres utilisateurs de la GNUTSI le besoin et l'impact des activités d'assistance technique fournies par le secrétariat. Vous le savez, l'assistance technique de la GNUTSI vise à appuyer les États dans l'utilisation, l'application et l'interprétation des textes de la GNUTSI, de la manière dont la GNUTSI, visée par la GNUTSI lorsqu'elle les a élaborés. Cette table ronde porte sur les activités d'assistance technique axée sur le redressement des micro, petites et moyennes entreprises dans les opérations de redressement après le choc économique provoqué par la Covid-19 et la contribution vitale d'un cadre de droit commercial favorable de qualité. Donc, pour appuyer, c'est l'application des textes de la GNUTSI. Nous l'avons entendu lors du Forum pour l'Afrique, une manifestation parallèle de cette session de la Commission. Les MPME, en particulier les micro-entreprises en Afrique, la plupart d'entre elles sont des entreprises familiales ou dirigées par des femmes, ont été durement touchées par les conséquences de la pandémie de Covid-19. La situation fait fi des frontières et nous pouvons la voir dans le monde entier. Mais les conséquences pour les pays en développement, en particulier en Afrique, sont très importantes. Et c'est un plaisir pour moi de voir que la Commission peut se pencher sur l'aide fournie à ces entreprises. Je donne maintenant la parole à Madame Caroline Nicolas, chef de la section de l'assistance technique et conseillère juridique principale au sein du secrétariat, qui va vous présenter la table ronde. Elle va vous présenter également le programme et elle va vous donner quelques explications concernant l'organisation de cette table ronde. Madame, vous avez la parole. Merci infiniment, Monsieur le Président. Bonjour, bonsoir à tous. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir à cette table ronde sur les activités d'assistance technique. Il y aura deux tables rondes. La première portant, comme l'a dit le Président, sur le rôle essentiel des micro, petites et moyennes entreprises dans les opérations de redressement après le choc économique provoqué par la Covid-19. Et la deuxième table ronde portera sur les journées de la GNUTSI. J'en parlerai ultérieurement. Il y a une série de manifestations qui présentent les textes de la GNUTSI et ces journées de la GNUTSI. Alors, vous l'avez entendu pendant les 3 semaines de cette session, les textes législatifs de la GNUTSI et son travail en cours pour appuyer les MPME, qui prend en compte le cycle entier de l'entreprise, la constitution, la création et l'immatriculation d'une entreprise, l'accès au crédit, l'accès au marché, le règlement des litiges commerciaux et la sortie définitive du marché. Alors aujourd'hui, nous allons entendre des décideurs, des experts, des utilisateurs des textes de la GNUTSI et qui vont nous parler des bonnes pratiques, des expériences s'agissant de la mise en œuvre des réformes nationales pour aider les MPME dans leur développement économique en général et dans le relèvement financier suite à la pandémie. Et ils vont parler également de comment les instruments juridiques de la GNUTSI les ont aidés à cette fin et s'ils veulent davantage d'appui de la part de la GNUTSI. Comme cela a été dit par le Président, je vais présenter chaque intervenant de manière individuelle et vous devez demander la parole si vous souhaitez intervenir. Je voudrais également accueillir tout le monde, étant donné que c'est la dernière journée de la session. Nous sommes très heureux de voir autant de membres et de partenaires qui souhaitent intervenir, ce qui signifie que le temps de parole est limité et je serai très stricte. Je demanderai à tous de respecter le temps imparti afin que tout le monde puisse intervenir.
Question d'organisation également. Ce sont les services de conférence qui géreront les présentations PowerPoint ou les vidéos. Donc demandez-leur de passer la diapositive suivante. Et si le temps est insuffisant pour votre présentation, eh bien, avec votre accord, nous rendrons disponible tout le matériel sur la rubrique concernée du site web de la CNUTSI. Je demanderai aux 4 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine de faire part de leur approche concernant le relèvement après un choc économique généré par la Covid-19 en portant sur les mesures prises pour aider les MPME à établir, grandir, avoir accès au marché, le rôle important du cadre juridique commercial. Nous avons également invité une organisation partenaire, la Banque mondiale, et l'agence de coopération allemande GIZ, une agence bailleur de fonds. Ils parleront de leurs activités dans ce contexte et des projets en cours. Et je demanderai également à 2 autres pays de commenter sur ce qu'ils ont entendu et de débattre de l'utilisation des outils de la CNUTSI pour appuyer dans le cadre du relèvement économique. Voilà maintenant concernant les aspects techniques, et nous allons d'abord entendre la Côte d'Ivoire, et je vais continuer en français. Ministère de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, Côte d'Ivoire. Monsieur, nous comprenons que la Côte d'Ivoire a modernisé le mécanisme d'enregistrement des PME pour permettre aux mesures de soutien liées à la crise de la Covid d'atteindre ces mêmes PME. Pourriez-vous vous partager avec nous quelques remarques sur l'expérience de la Côte d'Ivoire pendant cette crise? Merci, monsieur. À vous la parole. Merci. Merci, madame. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les participants à cette session, je suis honoré aujourd'hui de prendre la parole et de pouvoir partager avec vous l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière d'accompagnement du secteur privé, principalement des PME, durant cette pandémie que nous avons connue. Mais permettez-moi de m'acquitter d'abord d'un devoir qui est de vous transmettre les chaleureuses félicitations du Président de la République, de son Excellence aussi, Monsieur le Premier ministre, et surtout de Monsieur le ministre de la Promotion des PME, qui se félicite de la reprise des sessions aujourd'hui de UN Central, d'où la forte délégation ivoirienne qui a participé à tous vos travaux durant cette session. Cela étant dit, la pandémie de la Covid-19 a engendré chez nous, en plus de la crise sanitaire, une grave crise économique du fait de la faiblesse déjà structurelle de nos économies. Mais nous n'avons pas attendu. Nous n'avons pas attendu une mobilisation internationale. Nous nous sommes redressés et nous avons pris en charge dès le mois de mars 2020 des mesures fortes. Son Excellence, M. Amadou Gon Coulibaly, feu notre ancien Premier ministre, a tout de suite donné des instructions fermes pour qu'un groupe de travail se mette en place pour pouvoir explorer toutes les possibilités pour accompagner le secteur privé. Et cela grâce à une enveloppe de près de 1700 milliards de francs CFA qui équivaudrait à environ 3000 milliards, je pense, si mes calculs sont bons. Non, 3 millions à peu près de dollars, si mes calculs sont bons. Tout ceci pour pouvoir accompagner de manière durable et efficace le secteur privé. Et sur cette enveloppe de 1700 milliards de francs CFA, environ 10% étaient uniquement consacrés aux PME, dont 150 milliards pour les PME, une enveloppe plus grande que celle qui fut consacrée aux grandes entreprises. Donc pour vous dire l'importance de l'aide que l'État apporterait aux PME qui pour nous sont vitales pour notre économie, surtout que 80% des entreprises formellement constituées à cette époque en Côte d'Ivoire étaient uniquement constituées de PME. Nous ne pouvions pas laisser mourir ces PME. En cela, nous avons pris plein de mesures, des mesures financières, des mesures liées même à l'accompagnement technique des PME et des mesures liées aux dispositifs législatifs
en vigueur. Donc au niveau des mesures financières, l'État a décidé de mettre en place 2 fonds immédiats pour accompagner rapidement des PME. Donc le fonds de soutien des PME et le fonds de soutien au secteur informel. Le secteur informel, parce que c'est une réalité. C'est une réalité, vous avez un certain nombre de PME qui subsistent encore dans le secteur informel. Nous ne pouvions pas les laisser mourir. Il fallait faire quelque chose et les aider à se formaliser. Et quand nous regardions le nombre de PME formellement constituées et le nombre de PME qui demeurent dans le secteur informel, c'est le principe de l'iceberg, 80%. Vous voyez l'iceberg, mais ce qu'il y a en bas est plus vaste que ce que vous voyez. Et donc c'est un peu ça. Vous avez aujourd'hui, comme on dit, 80% de PME dans les entreprises formellement constituées, mais quand le rapport avec les PME qui ne sont pas formellement constituées et qui figurent dans le secteur informel et qui emploient tout autant de monde est de 1 à 4. Vous avez environ à peu près 4 fois plus de PME dans le secteur informel, c'est-à-dire qui ne sont pas formellement constitués. Et pour nous, c'est une source. C'est une source en termes de contribution potentielle aux ressources de l'État et c'est aussi une source en termes d'emploi. Donc il était important d'aider cette couche dans l'immédiat pour qu'elle ne s'effondre pas et voir comment est-ce qu'on l'emmenait à se formaliser. C'est en cela que je disais que nous avons réussi à faire évoluer le dispositif législatif rapidement en faisant adopter le statut de l'entreprenant pour permettre la formalisation de ces PME dans un contexte difficile et ensuite en mettant des conditions d'accès aux fonds mis en place par l'État pour accompagner les PME formellement structurées et les PME qui sont dans le secteur informel. Cela nous permettait, bien entendu, de tendre la carotte pour pouvoir effectivement recenser toutes ces PME. Ça nous a permis aussi d'ouvrir un programme d'identification des PME derrière. Une fois qu'on a fini de dire ça, nous nous sommes rendus compte que malgré les ressources financières qui ont été mises sur la table, malgré les mesures d'accès qui étaient très simplifiées, les PME avaient encore des difficultés. Et nous nous sommes posé la question, mais pourquoi elles ont encore des difficultés à accéder à ces ressources financières ? Et en regardant de plus près, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un réel problème de gouvernance au niveau des PME, de renforcement des capacités de ces PME. D'où la mise en place de programmes avec des partenaires techniques tels que la GIZ de l'Union européenne pour permettre de remettre à niveau ces PME pour qu'une bonne partie d'entre elles puissent accéder aux fonds que nous avions mis en place. L'une des conditions minimales d'accès à ces fonds était ne serait-ce que d'avoir une déclaration fiscale d'existence. Bon, vous comprendrez qu'il était très difficile pour ces PME de fournir cette déclaration fiscale d'existence et d'être à jour au niveau de leur fiscalité. La difficulté aussi pour nous était de ne pas paraître comme forcément des collecteurs d'impôts par rapport aux PME pour ne pas les faire fuir. Donc c'est un exercice qui est très délicat. Nous ne pouvons pas mettre de l'argent public sur la table pour accompagner des PME et puis dire bon, cet argent public, il n'y a pas de conditions, ne serait-ce que fiscales. Parce que la fiscalité, c'est quoi? C'est le pot commun. C'est ce pot commun qui permet de soutenir en cas de coup dur l'ensemble. Mais si vous ne cotisez pas au pot commun, comment voulez-vous qu'on vous soutienne forcément avec les cotisations des autres? Donc voici un peu un exercice qui a été difficile à mettre en place. Et toujours dans la réflexion, nous avons pensé à des mesures de sauvetage, à mettre en place dans le dispositif législatif quelque chose qui porterait sur des mesures de sauvetage des PME. Pour la simple et bonne raison que les PME devaient faire face aussi à leurs engagements financiers auprès des banques. Avec la fermeture de tous les secteurs d'activité, des aéroports, des hôtels, de la restauration, des transports en commun, mais vous ne pouviez pas demander à ces PME de faire face à ces engagements financiers. Donc l'une des premières mesures a été d'approcher la Banque centrale,
la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, donc de la zone UEMOA, qui a pris une décision forte à l'initiative de la Côte d'Ivoire, qui était de geler le remboursement de tous les crédits consentis aux PME. Deuxième mesure, c'était de permettre aux PME financées, aux banques qui finançaient les PME, d'apporter ce financement au guichet de refinancement de la Banque centrale. Et troisième mesure, nous avons pris au ministère un décret que nous avons porté au Conseil des ministres pour des mesures de sauvegarde des PME, de redressement. Et c'est ces mesures que nous allons étudier plus tard avec ce que vous venez d'adopter au niveau de UN Central, qui porte sur, comme on dit, la solvency, comme vous dites en anglais. Donc nous allons essayer de rapprocher ces deux types de mesures pour tirer les meilleures pratiques, les best practices, pour pouvoir renforcer notre dispositif dans les jours à venir. Donc, pour conclure, parce qu'il faut aller très vite, je n'ai que 10 minutes, pour nous, cette crise a été un formidable accélérateur au niveau de notre secteur privé, au niveau des PME. Ce que nous avions mis du temps à pouvoir mettre en œuvre pour accompagner nos PME, pour pouvoir moderniser le dispositif d'accompagnement de nos PME, nous avons réussi à le faire en moins d'une année avec le concours de nos partenaires techniques. Et c'est le lieu pour moi de féliciter tous ces partenaires techniques, notamment la Banque mondiale, qui nous a fortement accompagnés et fait confiance au niveau du ministère de la promotion des PME pour accompagner ces PME. Donc voici résumé un peu ce que notre expérience en matière d'accompagnement des PME durant cette période très difficile, et nous restons disponibles pour pouvoir continuer et poursuivre les échanges avec vous. Voilà. Merci. Merci beaucoup, monsieur. C'était très intéressant d'entendre quelques remarques sur la réalité de soutenir les PME, parce qu'il y a toujours la théorie et la pratique, c'est autre chose. Ça, c'est très, très important. On pourrait en parler pendant des heures, mais on n'a que très, très peu de temps. Alors, je vais très vite passer à la prochaine intervenante. Et là, je reviens en anglais. So, thank you very much. Merci infiniment pour ces remarques très intéressantes, et nous donnons maintenant la parole à une collègue de la Thaïlande qui va nous parler de l'expérience d'une région complètement différente. Donc je veux donner la parole à Madame Napanang Ekakara. Excusez-moi si j'écorche votre nom. Elle est économiste principale au département international de la Banque de Thaïlande. Elle va nous parler des mesures prises par la Thaïlande concernant le MARL, le mode alternatif de règlement des litiges, concernant également tout ce qui a trait au MPME, au plan de redressement, et également à tout ce qui a trait à la médiation. La Thaïlande a pris en compte des mesures très importantes qui seraient intéressantes d'entendre. Donc vous avez 10 minutes, madame, et bien sûr, nous serions heureux, si vous n'avez pas suffisamment de temps, d'inclure les points supplémentaires sur notre site web. Vous avez la parole, madame. Sawadiha, salutations de Thaïlande. Je m'appelle Napanang Ekakara, ou Mandi. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Merci de m'accueillir ce matin. Je travaille actuellement pour la Banque centrale au sein de la branche spéciale de gestion de la dette. Cette branche a été particulièrement créée pour gérer la crise de la dette. La crise de la Covid-19 est un des défis les plus importants, sans précédent, auxquels nous avons été confrontés depuis la crise Tom Yum-Kung en 1997. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de vous faire part de la manière dont la Banque centrale a pris des mesures visant une collaboration intégrée entre toutes les parties prenantes et les autorités pertinentes afin d'atténuer les difficultés et d'accélérer la reprise. La Banque de la Thaïlande a octroyé la priorité au règlement de la dette. Il s'agit là de notre objectif numéro 1. Depuis lors, notre branche s'est concentrée de manière urgente sur la crise de la dette pour les entreprises et les individus. Nous savons que pour la société, une reprise rapide et solide
ça signifie qu'il faut atténuer, penser les cicatrices économiques sur les citoyens. Et en tant que tel, nous pensons que une approche intégrée entre agences gouvernementales est un outil très utile et très efficace. Notre équipe s'est penchée sur les véritables points douloureux, si je puis dire, pour fournir des solutions. Solutions pratiques, gérables, mais également ambitieuses. Les conseils juridiques, les connaissances financières ainsi que la réforme structurelle du système sont tous nécessaires. Et nous pensons qu'outre la documentation financière, un responsable, des prêts responsables, le règlement de la dette et la médiation de la dette sont essentiels pour le succès. Les individus, les MPME, sont vulnérables. La dette des ménages a atteint son apogée en 18 ans pour atteindre donc 90,5% du PIB. Deuxième score le plus élevé en Asie. L'étude montre que les Thaïlandais ont commencé à contracter des dettes un peu plus tôt, très tôt dans leur vie, ont continué et le font jusqu'à leur vieil âge. Quelque 42% de la dette des ménages émanent des cartes de crédit et des prêts personnels qui empêchent la création de la richesse. Alors, les entreprises ne peuvent pas se tourner vers le financement par le biais du système bancaire traditionnel. Donc, ils cherchent un fonds de roulement par des prêts personnels, leur carte de crédit. Et la troisième vague de la Covid-19 n'a fait qu'aggraver la situation en Thaïlande. Et cela ne fait bien sûr que reporter, rallonger la reprise. Afin de s'attaquer de manière efficace à cette crise, nous avons élargi de manière significative et renforcé notre coopération avec les autorités pertinentes, en particulier les institutions du système juridique. Ainsi, nous avons conclu 3 mémorandums d'accord avec les 3 piliers du système juridique, à savoir les tribunaux, le ministère de la Justice et le bureau du procureur général. Ainsi, nous réunissons les mondes financiers et juridiques pour faire face à cette question qui a un caractère d'urgence. En tant qu'équipe, nous partageons des valeurs communes et nous voulons réduire l'injustice, l'inégalité, l'exploitation. Nous voulons promouvoir des législations, des réglementations concernant le mode alternatif du règlement des litiges, mais également des prêts responsables. Nous sommes à l'avant-garde, chef de file, s'agissant de nous attaquer aux faiblesses structurelles qui perdurent et aux obstacles qui sont posés au système. La teneur de ces mémorandums d'accord, elle porte tout d'abord sur la promotion de mécanismes de médiation. Nous avons la chance d'avoir de nouvelles législations concernant la médiation entrées en vigueur en 2019 et 2020 respectivement. Il s'agit en effet de la législation concernant la médiation, la loi sur la médiation, et un nouvel amendement au droit procédural civil sur la médiation avant le litige. Deuxièmement, l'échange d'informations et de connaissances. Nous avons formé des centaines d'officiers de justice qui participent à la médiation en cas de litige financier, par exemple les juges, les médiateurs et les officiers de justice. Troisièmement, la collaboration pour établir des orientations normalisées, plus justes pour les affaires financières. Nous avons lancé avec succès plusieurs initiatives. Par exemple, la médiation de la dette juste pour les prêts non garantis, les autoprêts, et cela à l'appui de plus de 700 000 comptes s'agissant de négocier avec les créanciers. Nous avons également lancé
une forme plus efficace, plus juste, plus normalisée de médiation de la dette où la capacité de repaiement et les conditions des débiteurs sont prises en compte. Donc, pour tout ce qui a trait aux débiteurs, nous promouvons le mécanisme de médiation par le biais de la législation existante, quel que soit le statut juridique du débiteur. Qu'il s'agit d'une affaire avant le litige, pendant que l'affaire est portée devant les tribunaux ou après le prononcé de la sentence. Notre équipe est convaincue que cette méthode offre une seconde chance à ces débiteurs en détresse. C'est essentiel pour alléger ce fardeau financier croissant étant donné la crise à laquelle nous sommes confrontés. Pour une économie émergente comme celle de la Thaïlande, le secteur des MPME a un rôle crucial à jouer dans la croissance économique et le développement économique. Par conséquent, avec nos partenaires clés, nous lançons plusieurs projets, plusieurs plans qui visent spécifiquement à s'attaquer à ces questions structurelles fondamentales, avoir davantage de liquidité qui est injectée dans le système et à lever tous les obstacles au système juridique et financier. Et je suis très heureuse de vous dire que tout le monde ici dans cette conférence aura la primeur d'entendre que notre comité national sur le règlement de la dette et la réunion est relative, présidée par le vice-premier ministre qui s'est tenu hier, annoncera que la médiation pour les litiges financiers et la restructuration de la dette pour l'institution financière spécialisée et les PME feront maintenant officiellement partie de notre programme national. Et finalement, pour les prochaines étapes entreprises par la Banque de Thaïlande pour faire face davantage aux dettes des MPME. Nous voudrions ici reproduire les modèles couronnés de succès de la médiation, de la CNUTSI, pour justement nous attaquer à la médiation des prêts non garantis s'agissant des problèmes similaires que rencontrent les débiteurs des MPME par le biais de la médiation. Alors, nos projets pour la reprise des PME, il y a la protection des PME, toute législation et réglementation concernant la protection des consommateurs qui s'appliquera aux détenteurs d'entreprises PME de manière juste et des mécanismes de repaiement, ils seront modifiés, c'est essentiel pour le succès. Nous éloigner de ces mécanismes axés sur le créancier où il y a des conditions plutôt non pratiques, relativement strictes, et nous arriverons à un mécanisme plus réaliste, plus accessible, qui permettra la reprise. Toutes ces mesures d'incitation pour les institutions financières seront octroyées à ceux qui participent à nos futurs projets, par exemple, tout ce qui a trait à la notation sur les marchés ou également aux réductions et aux mesures d'incitation fiscale. En sus de cela, il y a d'autres mesures qui sont envisagées, par exemple une approche basée sur les garanties, des mesures préventives, une réforme de la législation s'agissant de la réadaptation des PME. Et, fait plus important, notre étroite collaboration avec les tribunaux. Eh bien, nous voulons un nouveau centre conjoint de médiation que nous appelons le TBMC, c'est-à-dire le Centre médiation des entreprises thaïlandais. Et il s'agit donc de ce centre de médiation des entreprises pour la Thaïlande qui est élaboré tout particulièrement pour promouvoir la médiation avant le litige pour les MPME. Voilà. Merci, nous en avons terminé. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame Rekak. Il s'agit d'une perspective extrêmement intéressante sur la manière de faire un accès efficace à la justice pour les entreprises qui ont des problèmes financiers, notamment des problèmes de dette, sans avoir à passer par les processus extrêmement coûteux que sont les mécanismes judiciaires. Alors, nous savons que la Thaïlande a d'autres mesures dont elle souhaiterait nous faire part et nous les mettrons à la disposition de celles et ceux qui le souhaiteraient. Merci beaucoup.
Nous passons maintenant rapidement à notre orateur suivant. Nous allons maintenant entendre M. Juan Pablo Liévano, superintendant des entreprises en Colombie. Malheureusement, il ne peut pas être avec nous en direct aujourd'hui. Nous allons avoir une vidéo de sa part. Il va nous parler de sa participation à la mise en œuvre des changements législatifs d'urgence dans le contexte de l'insolvabilité qui ont été mis en œuvre pour faire face à la pandémie. Et nous allons entendre plus de détails sur ces réformes. I see we have... Nous avons un petit problème technique. Je suis sûr que nos éminents collègues vont pouvoir le résoudre en un rien de temps. Yes, I think we are... Non, je crois que nous avons quelques difficultés avec le son. Bien. Nous reviendrons à cette vidéo peut-être juste après. Et toutes nos excuses à la Colombie. J'en appelle à votre patience. Nous rencontrons parfois ces petits problèmes techniques, mais nous allons les résoudre le plus rapidement possible. Pendant ce temps-là, je vais me tourner vers notre prochain orateur. Nous allons retourner vers l'Afrique. Et je vais reprendre à nouveau en français. To hear from Monsieur Buremo Uderagogo, who is the directeur de la promotion des PME dans le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat au Burkina Faso. Monsieur, voudrez-vous nous parler sur les mesures de soutien aux PME de nature juridique plutôt que purement financière mises en place récemment et l'intérêt des textes de la CNUTSI à cet égard concernant la création et l'immatriculation d'une entreprise, l'accès au crédit, l'accès au marché, le règlement des litiges commerciaux et l'insolvabilité. L'évocation des textes de l'OHADA pourrait aussi être un sujet dans ce contexte. Merci, monsieur. À vous la parole. I think we need to wait. My apologies. Mes excuses, je crois que nous devons attendre qu'il se connecte en bonne et due forme. He's got connection problems. Okay. Merci, monsieur. À vous la parole. Merci. I think perhaps our... So we will go... Bien. Nous allons revenir en arrière en espérant que la vidéo de la Colombie puisse être jouée. Toutes nos excuses, mesdames et messieurs les participants, pendant que nous faisons face à ces petits problèmes techniques.
It is a privilege to have been invited to share with you. Je vais donc vous faire part des changements législatifs d'urgence qui ont été apportés par la Colombie à sa loi sur l'insolvabilité suite à la pandémie mondiale générée par le Covid-19. Personne n'aurait jamais pu anticiper l'émergence d'une situation mondiale avec des effets aussi dévastateurs, insupportables et durables, ayant un impact sur le bien-être des populations et des entreprises du monde entier. Et jamais n'aurais-je envisagé avoir à faire face à une situation aussi inattendue à la tête de la superintendance des entreprises. Une institution qui dispose non seulement de compétences administratives pour superviser le respect du droit des sociétés, mais qui est également chargée de gérer toutes les insolvabilités d'entreprises en tant que juge. En fait, si l'on se penche sur les informations financières historiques de quelques 15 000 entreprises, la superintendance a identifié les risques d'insolvabilité des entreprises avec 2 scénarios qui voyaient la décroissance du PIB. Les résultats ont montré que de 18 à 37% des entreprises de cet échantillon avaient été face à des risques d'insolvabilité et de catastrophe. Étant donné que la Colombie disposait d'1,6 million d'entreprises dûment constituées et d'un large secteur informel. L'étude montrait également que les micro- et petites entreprises étaient celles qui faisaient face au risque le plus important d'insolvabilité, bien plus que les moyennes ou grandes entreprises. Ainsi, lorsque la pandémie est arrivée, la superintendance a présenté au gouvernement 2 propositions qui visaient à ajouter 2 outils au régime d'insolvabilité, et ce, afin de faire face à cette urgence. Ces propositions ont été élaborées en prenant comme point de départ les tables rondes organisées par la superintendance en 2019 dans le cadre des commémorations de son 80e anniversaire. Ces tables rondes furent l'occasion pour nous de travailler avec des entreprises et des experts du droit de l'insolvabilité et de nous pencher sur les recommandations d'un projet de document portant sur les micro- et petites entreprises rédigé par la CNUTSI. Ces propositions ont débouché sur 3 décrets, numéro 560, 2 décrets, 560 et 772 de 2020, du fait des pouvoirs spéciaux accordés au gouvernement pour faire face à l'urgence. Le décret 560 prévoit 2 procédures avec une intervention minimale du juge de l'insolvabilité. Une négociation d'urgence d'un accord de redressement, que nous appelons NIA, doit pouvoir intervenir directement entre créanciers et débiteurs. Et nous avons également une procédure d'accord de redressement d'entreprise, que nous appelons PRESS, qui doit se tenir à la Chambre de commerce avec l'intervention d'un médiateur. Ces 2 procédures nécessitent une validation par le juge et disposent d'un délai de 3 mois pour les négociations et pour présenter un accord pour validation. Le décret 772, lui, crée des processus de redressement abrégés et des processus de liquidation judiciaire simplifiés pour les micro et les petites entreprises, avec une réduction des formalités de procédure et des délais. Ces décrets n'exigent pour les processus et procédures nouvellement mis en place et pour admission qu'une vérification de la documentation nécessaire et inclut des outils financiers qui permettent d'aider les débiteurs, avec notamment le recours à l'intelligence artificielle, une flexibilisation de la conversion des actifs et de leur disposition, et des mesures publiques, entre autres, facilitées. Ces décrets viennent compléter également la loi générale sur l'insolvabilité et les principes généraux du droit de l'insolvabilité qui sont appliqués dans ces processus et procédures également.
Voilà les éléments les plus importants dans ces principes fondamentaux que la Colombie a incorporés dans ses décrets et qui utilisent les recommandations du projet de texte pour les micro et petites entreprises, bien sûr en prenant en compte également la loi générale de Colombie sur l'insolvabilité qui contenait déjà nombreuses des recommandations figurant dans le guide législatif de la CNUTI sur le droit de l'insolvabilité. D'abord, les objectifs principaux d'une législation simplifiée sur l'insolvabilité. La Colombie a adopté un régime d'insolvabilité simplifié par son décret 772 qui prévoit une procédure rapide, simple et flexible à destination des micro et petites entreprises avec un accès facile à l'utilisation de formats standards électroniques et flexible pour ce qui est de la vérification de la présence de la documentation nécessaire et qui met également à disposition des outils pour préserver l'investissement et l'emploi lorsqu'un redressement est possible. Deuxièmement, la portée de ce régime d'insolvabilité simplifié dans son application aux micro et petites entreprises. Au terme du décret 772, le régime simplifié est accessible à toutes les entreprises commerciales, qu'il s'agisse de personnes physiques ou juridiques. Cela couvre donc non seulement les entreprises, mais également d'autres modèles. Pour pouvoir y avoir accès, le débiteur doit disposer d'un actif de moins d'1,2 million de dollars. Troisièmement, les types de procédures d'insolvabilité simplifiées. Le décret 772 permet d'avoir à la fois un redressement et une liquidation simplifiée. Quatrièmement, le cadre institutionnel. Les recommandations prévoient la nécessité de définir et de spécifier l'autorité compétente et ses fonctions. Par ailleurs, elles suggèrent de disposer de juges spécialisés sur les questions de l'insolvabilité qui statuent sur l'admission, l'ouverture, le rejet et la clôture de la procédure, qui reconnaît ou rejette les crédits présentés par les créanciers, notifie les décisions, supervise l'ensemble du processus et vérifie l'approbation des accords par les créanciers, entre autres choses. Le décret 772 a donc désigné la superintendance des entreprises comme juge des procédures d'insolvabilité des micro et petites entreprises disposant de toutes ces fonctions, telles qu'elles figurent dans la loi sur l'insolvabilité. Cinquièmement, un soutien à l'utilisation du régime d'insolvabilité simplifié. Les recommandations suggèrent également l'adoption de mesures qui facilitent l'accès au processus et l'utilisation, entre autres, des formulaires et modèles standardisés, avec par exemple des mécanismes de vérification automatique de la présence d'erreurs pour la présentation des demandes en ligne. Ceci permet à minima aux demandeurs de voir les informations qu'ils présentent être sauvegardées sur le plan électronique, donc dans une base de données. Afin d'adopter une approche holistique pour alléger la charge qui pèse sur ces demandes et traiter tous les besoins, dans le cadre du décret 772, la superintendance a créé un module d'insolvabilité sur son site internet. Les demandes d'admission pour ces procédures simplifiées sont présentées et traitées au travers d'un portail, un outil internet qui bénéficie de l'intelligence artificielle et qui permet aux utilisateurs de remplir très facilement des modèles et formats standardisés et de déposer leurs demandes d'admission virtuellement, réduisant ainsi le caractère bureaucratique et les coûts associés pour les débiteurs. Parmi les autres bénéfices de l'utilisation de ce module d'insolvabilité, il y a l'authentification biométrique des utilisateurs et une vérification automatique de la présence d'erreurs, des aides visuelles et qui permettent d'aider à la représentation de cette demande d'admission et qui permet d'organiser immédiatement les données. Sixièmement, les principales caractéristiques du régime d'insolvabilité simplifié.
Il y a donc des limitations, et notamment dans le temps. Le processus de redressement abrégé est plus adaptable, avec des délais plus courts et moins d'étapes procédurales. Ainsi, il y a 2 audiences seulement, la première étant une réunion de conciliation. Les audiences facilitent la résolution des demandes et garantissent la participation de tous les créanciers directement aux audiences. Le processus simplifié de liquidation est lui aussi plus adaptable, avec des délais plus courts et moins d'étapes de procédure, et inclut un nouvel outil pour la conversion d'actifs et le paiement des créanciers. Le débiteur doit préparer ses informations financières sur la base de la valeur de règlement net, telle que demandée par les normes internationales de présentation des comptes financiers, ce qui évite d'avoir recours à de nouvelles évaluations. Je voudrais maintenant m'arrêter sur quelques-uns des chiffres clés portant sur ces procédures d'insolvabilité en Colombie, telles qu'administrées par la Superintendance des entreprises. Au total, ce sont 1628 demandes de lancement de processus et procédures d'insolvabilité qui ont été présentées entre le 1er avril 2020 et le 24 juin 2021. 78% de ces demandes portaient sur un redressement et 22% sur une liquidation. 18% de ces demandes portaient sur les procédures judiciaires visées au décret 560. 56% des demandes concernaient les processus relatifs au décret 772 pour les micro et petites entreprises disposant d'actifs de moins de 1,2 million de dollars. Enfin, 26% des demandes portaient sur des procédures d'insolvabilité ordinaires. L'admission de ces procédures, grâce aux changements administratifs et technologiques mis en place par la superintendance, pouvait se faire bien plus rapidement. Auparavant, il fallait un délai de 8 à 12 mois en 2019. Désormais, ces admissions prennent entre 2 semaines et 1 mois et demi. Pour ce qui est de la durée des processus d'insolvabilité simplifiés, le processus de redressement abrégé prend en moyenne 5 mois et demi et la procédure de liquidation simplifiée prend, elle, 6 mois. Il s'agit d'une réduction importante puisque le processus de redressement ordinaire prend en moyenne 20 mois et une procédure de liquidation ordinaire prend, elle, en moyenne 22 mois. Pour conclure, je voudrais mettre en avant le fait que du fait de la crise économique causée par la pandémie et de ses effets importants sur les micro et petites entreprises, au vu également des besoins particuliers de ces entreprises, vu également l'excellente expérience qui a été celle de la Colombie avec son régime simplifié à destination des micro et petites entreprises, nous recommandons hautement que le groupe 5 de la CNUTSI et la Commission achèvent, approuvent et mettent à la disposition de tous les pays ces recommandations. Nous sommes convaincus en effet qu'elles seront extrêmement utiles pour permettre aux pays d'apporter des modifications législatives qui leur permettront de mieux faire face à la crise. Merci infiniment de l'occasion qui m'a été donnée de prendre la parole et de votre temps. Merci beaucoup à la Colombie. Ce qui est très intéressant d'entendre ici, c'est que sur 3 continents, en Afrique, en Amérique latine et en Asie, l'on a mis l'accent sur exactement les mêmes choses. La fragilité, le besoin de disposer de mesures simplifiées, l'accélération des procédures pour soutenir les MPME afin qu'elles reçoivent une aide financière et d'autres natures dont elles ont besoin et qu'elles puissent en tirer parti le plus rapidement possible. Merci beaucoup donc de nous avoir livré votre perspective. Non, Burkina Faso, non. So, Malheureusement, non. It seems that. Bien. Il semble donc que notre collègue du Burkina Faso On peut vous écouter.
No. I think the connection is coming. Il semble que la connexion soit instable. Le Burkina Faso, nous entendez-vous? We will try. Bien, nous réessaierons un petit peu plus tard de joindre notre collègue du Burkina Faso. Comme je l'ai dit tout au début, nous allons entendre, après les pays, la communauté des bailleurs de fonds. Nous allons d'abord entendre Madame Antonia Menezes, qui représente la Banque mondiale. Elle est spécialiste des secteurs financiers dans le domaine de l'insolvabilité à la Banque mondiale. Donc insolvabilité, résolution de la dette, finance, compétitivité, innovation. À l'IFC, au sein du groupe de la Banque mondiale. J'espère qu'Antonia est connectée et je lui donne la parole. Thank you very much. Merci beaucoup, bonjour, bonsoir à tous. Comme nous l'avons entendu aujourd'hui, la pandémie a largement affecté la liquidité des entreprises et leurs perspectives de survie. Un rapport récent de la Banque des règlements internationaux a souligné toute l'ampleur de la menace, estimant que 50% des entreprises ne disposaient pas de liquidité suffisante pour payer les coûts de service de la dette pour l'année à venir. Les micro- et petites entreprises en particulier sont moins résilientes et représentent 90% des entreprises du secteur privé dans les pays en développement. Même dès avant la pandémie, ces entreprises faisaient face à des difficultés importantes pour ce qui est de l'accès au crédit. Par exemple, la Banque mondiale estime que les petites entreprises disposaient de 5 200 milliards de dollars de manque de financement. À moins que les créanciers d'aient une certitude quant au fait qu'ils puissent recouvrer ou voir leurs prêts remboursés, le risque qui vise à prêter au MPME se reflètera dans le prix et la disponibilité du crédit. Voilà pourquoi nous soutenons vivement le travail mené par le groupe de travail 5 de la CNUTSI qui cherche à élaborer des recommandations législatives pour l'insolvabilité des micro- et petites entreprises. La Banque mondiale a également publié de nouveaux principes pour l'insolvabilité des MPME dans son instrument normatif, à savoir les principes pour une insolvabilité efficace et des régimes créanciers-débiteurs. Nous voyons que ces dispositions arrivent à un moment qu'on ne saurait être plus opportun pour l'examen des États. La Banque mondiale, vous le savez, est le principal pourvoyeur d'assistance technique et financière sur les marchés émergents et aux pays en développement en matière d'insolvabilité. Cette assistance technique va de l'aide à renforcer les institutions, comme les tribunaux de commerce ou la réglementation de l'insolvabilité, à l'élaboration d'outils législatifs ou réglementaires pour aider à porter secours aux entreprises en détresse et fournir des liquidités aux entreprises non viables et aux entreprises zombies. À la lumière du travail que nous menons, nous considérons que les instruments de la Banque mondiale et de la CNUTSI sont très importants pour aider les législateurs à élaborer des cadres d'insolvabilité plus solides qui puissent atténuer le risque de crédit et mieux faire face à la stigmatisation de l'endettement en assurant aux petits entrepreneurs qu'ils peuvent repartir de zéro. Par ailleurs, nos institutions espèrent pouvoir encore approfondir leur coopération pour ce qui est de la mise en œuvre de cadres législatifs qui prévoient une série d'ateliers judiciaires en lien avec les meilleures pratiques en matière d'insolvabilité. Nous appelons de nouveau la poursuite de l'élaboration de ces outils, espérons qu'ils seront utilisés en pratique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Antonia. Et là aussi, vous nous rappelez l'impact macroéconomique de ce que nous faisons avec les micro et petites entreprises, ici, et le soutien qu'on peut leur apporter. Comme vous l'avez dit, la disponibilité de financement pour aider à la reprise de ces entreprises dépend pour beaucoup de la capacité à aider l'insolvabilité, le redressement, et nous sommes très heureux de pouvoir coopérer avec la Banque mondiale pour soutenir les micro et petites entreprises dans ce domaine. L'on me dit que nous essayons à nouveau de joindre notre collègue du Burkina Faso, mais dans l'intervalle, nous allons entendre
Notre autre partenaire, le GIZ, nous allons entendre une représentante du Fonds régional ouvert pour le sud-est de l'Europe, qui va se concentrer sur la résolution des différends commerciaux. Fahira, vous avez la parole. Good morning and good afternoon, Chair, distinguished members. It is a Malheureusement. Pause for here. I think we have. Je crois que nous avons un petit problème de son. Donc notre projet a été demandé par le ministère fédéral allemand pour la coopération et le développement économique, qui vise à améliorer la coopération régionale entre les 6 pays des Balkans occidentaux pour mettre en œuvre des réformes juridiques dans le cadre du rapprochement avec l'Union européenne, en se concentrant particulièrement sur le développement économique durable. Depuis près de 10 ans, nous avons aidé les pays de la région à atteindre leurs objectifs de réforme juridique au plan national. Nous sommes d'abord concentrés sur la CVIM, qui est adoptée par tous les principaux partenaires commerciaux de la région des Balkans occidentaux. L'interprète s'excuse, mais malheureusement la qualité du son et la vitesse de l'intervention empêchent de fournir une interprétation. legal framework for alternative dispute resolution in the Western Balkans, both in business-to-business and more recently in investor-state relations. Over the years, we have tackled institutional practices, legislative reform, and capacity building to provide for improved access to justice and to strengthen the trust in the rule of law. In this process, the UNCITRAL instruments have played a key role of shaping the legislative and institutional framework for an investor-friendly climate in the Western Balkans. All of the states in the region have adopted arbitration legislation in line with the UNCITRAL model law, and furthermore, all of the states are signatories to the New York Convention through succession from the former Yugoslavia. More recently, Montenegro, North Macedonia, and Serbia became signatories of the Singapore Convention. On the institutional side, the arbitration centers in the region offer to conduct proceedings according to the UNCITRAL arbitration rules, which are widely accepted and promoted, along with the notes on organizing arbitral proceedings, which are always a useful guidance. Our project has also supported the adoption of the 2002 UNCITRAL Model Law on International Conciliation, adopted by many states in the region. So in this context, it is our hope that the Singapore Convention will become the next pillar that will ensure a mediation-friendly environment and an attractive stabilizer for the enforcement of international settlement agreements. So why have the UNCITRAL instruments been such a useful tool? Well, it is really a matter of trust. Since the dissolution of the former Yugoslavia, there have been many fostered mistrust among different stakeholders in the region. So due to their inclusive, universal, and neutral drafting processes, the UNCITRAL instruments played a key role in restoring the trust and engagement among businesses. So today, with the support provided by the project and in cooperation with UNCITRAL, the Western Balkans countries and institutions are more aware of the availability and benefits of ADR and the UNCITRAL instruments, which will be of crucial importance now in this unstable period after the COVID-19 crisis. Our efforts in these projects are also coordinated with our regional political partner, the Regional Cooperation Council, or RCC, and the World Bank Group, and we have benefited profoundly from strong relations with partner institutions and experts in the region. Now, lately, our project has focused on ISDS reform, which is of high importance on the agenda of UNCITRAL through its Working Group 3. First, we started with the promotion of the UNCITRAL transparency standards for the UNCITRAL transparency rules and Morris Convention. Today, we are working intensively on the harmonization of the legal framework for investment protection, and we are focusing on the engagement of the Western Balkans governments in the ISDS reform process. After conducting a mapping of the existing ISDS structures in the region,
we have proposed a specific activity in our forthcoming project to strengthen the communication channels between the state and foreign investors, which will hopefully then raise the likelihood of amicable settlement and early resolution of the disputes and issues that the investors face. And finally, in line with our holistic approach to the project, we are not only focusing on the end users or the SMEs, but we are also focused on the awareness and capacity building, including collaboration with the universities in the region to support the studies of investment law. GIZ is convinced that further development and modernization of national policies, processes, and structures in the area of investment protection will push the Western Balkans ahead as an attractive investment area for small and larger businesses from the region and beyond. UNCITRAL will have an important role to play, and GIZ intends to continue in its role as a facilitator in this process. Thank you very much. Thank you very much. Merci infiniment, Faïra. Le son n'était pas de qualité et donc ceux qui n'étaient pas sur le canal anglais n'ont pas pu bénéficier de l'interprétation qui n'a pas pu être faite étant donné la mauvaise qualité du son. Mais j'aimerais simplement mettre en exergue les points que vous avez soulevés. Ce concept général de élaboration en outre et dans le cadre du droit commercial, et vous avez mis en exergue les autres domaines où la CNUTSI souhaite appuyer le commerce, c'est-à-dire l'aspect portant sur les opérations, les transactions. Et je suis vraiment ravie de voir notre collègue du Burkina Faso qui est connecté. Nous espérons vous entendre tout bientôt. Sur les mesures de soutien à PME et également dans le contexte des textes de l'OADA. À vous la parole. Merci, monsieur. Ok, merci Madame la Présidente, Madame la modératrice. Bonjour à toutes, bonsoir également à ceux qui sont... Allô? Donc ma présentation je vais essayer de parler un peu des mesures qui ont été prises au Burkina Faso pour soutenir les PME pendant donc la Covid et actuellement, ces mesures continuent donc actuellement. Et avant donc de parler de ces mesures, nous allons peut-être faire un petit rappel de ce qui a été pris au niveau législatif pour pouvoir promouvoir les petites et moyennes entreprises au Burkina Faso. Donc dans la diapo suivante, nous allons voir. Diapo suivant. Next slide, please. Diapo, oui, suivant encore. Oui, c'est vrai que c'est en 2017, nous avons adopté la loi d'orientation de promotion des petites et moyennes entreprises au Burkina Faso. Il faut dire que cette loi-là, il y avait pas mal de dispositions qui étaient contenues dedans, notamment les dispositions qui ont été prises de façon commune par l'ensemble des États membres de l'UEMOA. Et dans ces dispositions, il était question de faciliter l'accès au financement des petites et moyennes entreprises en mettant en place des mécanismes de financement. C'était de garantir l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. Il y avait aussi la création de centres d'incubateurs aux petites et moyennes entreprises et l'accès également des PME à l'information sur les marchés publics communautaires. Il y avait dans la dernière partie la facilitation pour la fiscalité des petites et moyennes entreprises. Donc il faut dire que ces mesures étaient contenues et sont contenues dans la loi d'orientation de promotion des petites et moyennes entreprises qui a été adoptée depuis 2017. Et nous avons eu du mal un peu à mettre en application ces dispositions de la loi. Et il faut dire que c'est avec l'avènement de la Covid, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que c'est, comme on dit souvent, malheur, à toute chose, malheur est bon. Et c'est avec, bien sûr, cette loi et cette pandémie que nous avons pu opérationnaliser un certain nombre de dispositions qui sont contenues dans la loi de promotion des petites et moyennes entreprises au Burkina Faso. Je peux passer au diapo suivant. Next slide, please. Donc, pour ce qui est des mesures, là, on retient principalement
l'accès à la commande publique à hauteur de 15% au moins pour les petites et moyennes entreprises. Il y a également la fiscalité simplifiée aux petites et moyennes entreprises. Donc, les mesures qui ont été prises, c'est vrai qu'après, en mars 2020, lorsque le président du FASO a annoncé les différentes mesures pour pouvoir promouvoir les secteurs privés au Burkina Faso, il y a un certain nombre de mesures dont il a pris. Et ces mesures-là étaient relatives donc à la mise en place de fonds pour soutenir les petites et moyennes entreprises et les entreprises de façon générale. Donc, à titre de ces fonds-là, il a annoncé la mise en place d'un fonds de 100 millions qui devait servir à financer l'activité des entreprises au Burkina Faso, dont les petites et moyennes entreprises. Il faut dire que pour ce fonds de 100 millions qui a été annoncé par le chef de l'État, 40% de ces fonds, soit 40 milliards, étaient destinés uniquement aux petites et moyennes entreprises. À ce jour, nous pouvons dire que ces 40 milliards ont servi à financer. C'est vrai que nous avons, au niveau du département en charge des petites et moyennes entreprises, là, 2 lignes que nous avons mis en place à l'issue de ce fonds. Et ces 2 lignes-là, la première ligne, c'était de financer à hauteur de 70% les charges salariales et sociales des entreprises qui ont été touchées et fortement touchées par le Covid. Il faut dire que ces charges-là sont prises les 3. On couvrait 3 mois. Et aussi, nous avons accordé des crédits à des taux vraiment réduits aux petites et moyennes entreprises pour pouvoir redynamiser, financer leurs activités. Les taux accordés à ces petites et moyennes entreprises étaient de 3,5%. On peut passer au diapo suivant. Next slide, please. Et au diapo suivant encore, parce que ce sont des mesures qui sont contenues dans la loi. Je vais dire pourquoi nous avons mis ça dans les diapos suivants. Diapo suivant, oui. Oui, ici. Donc, je pense qu'il faut dire qu'avec l'avènement de la COVID, l'une des mesures que nous avons prises dans la loi d'orientation et de promotion des petites et moyennes entreprises, qui était l'accès des PME à la commande publique, là, a vu donc cette mesure être mise en œuvre. Il faut dire qu'avec la COVID, l'État, c'est vrai qu'on avait dit que 15% de la commande publique était réservée uniquement aux petites et moyennes entreprises. L'État, avec la crise sanitaire, a orienté la commande publique vers les petites et moyennes entreprises. Donc, en 2020, avec la crise en 2020, nous avons dépassé le seuil de 15%. Donc, c'est en gros 35,74% de la commande publique qui a été exécutée par les petites et moyennes entreprises. Il faut dire que c'était une situation qui était là et il fallait donc redonner et refinancer les petites et moyennes entreprises à travers cet instrument-là. Donc, tout ce qui était comme commande de l'État pour pouvoir lutter contre la COVID, notamment les commandes de cache-nez, les commandes de gel, solutions hydroalcooliques, tout ce qui est comme commande de médicaments, tout ça était accordé aux petites et moyennes entreprises. Donc, du coup, nous avons vu la part du marché des petites et moyennes entreprises augmenter. Aussi, il y a eu, en mars 2020, la mise en place de l'initiative de renforcement du capital productif des petites et moyennes entreprises qui évoluent dans le secteur de la pharmacie et des produits biomédicaux. Et ce programme a coûté 5 milliards et a permis de financer les petites et moyennes entreprises qui évoluaient dans la production des médicaments, dans la production des masques, dans la production des solutions hydroalcooliques et dans la production des savons qui étaient utilisés pour le nettoyage des mains. Il faut dire aussi qu'on a aussi vu avec la COVID là, la facilitation des formalités douanières et d'importation, surtout pour les entreprises qui évoluaient dans la production des médicaments, surtout. Et là, il y a une mesure qui avait été prise dans la loi d'orientation et de promotion des petites et moyennes entreprises, qui était que l'État puisse faciliter et diminuer un peu la fiscalité appliquée aux petites et moyennes entreprises. Avec la COVID, nous avons, avec les mesures de l'État, réduit la TVA pour les petites et moyennes entreprises, qui est passée de 18% à 10%. Et cette mesure, qui est une mesure fiscale, là, est toujours d'actualité. Nous avons également, dans la commande publique, dans les procédures de passation de la commande publique, allégé un certain nombre
d'instruments. C'est vrai qu'il était demandé à ce que les petites et moyennes entreprises qui exécutaient les marchés publics là puissent livrer un certain nombre de documents. Et avec, bien sûr, la COVID, nous avons éliminé un certain nombre d'exigences, notamment les garanties qui étaient demandées aux petites et moyennes entreprises. Ces garanties sont interdites dorénavant dans les procédures de passation de commandes publiques, surtout réservées aux petites et moyennes entreprises. Nous avons relevé également les seuils de la commande publique pour que les entreprises, les petites et moyennes entreprises là, puissent avoir accès à ces commandes publiques. Donc voilà en gros ce que nous avons mis en œuvre au Burkina Faso pour pouvoir contrecarrer un peu la COVID-19 et aussi accroître la compétitivité de nos petites et moyennes entreprises. Il faut dire que pour ce qui est la simplification, pour ce qui est de la fiscalité et de la comptabilité, les petites et moyennes entreprises là, au Burkina Faso, surtout puisqu'on les catégorise à les micros, il y a les petites et les moyennes entreprises. Pour ce qui est les micros et les petites entreprises là, ils ne sont pas tenus de produire des bilans pour pouvoir donc déposer au niveau des impôts. Et ça, ce sont donc des facilités qui sont accordées aux petites et moyennes entreprises en matière donc de réglementation. Également, et pour la création d'entreprises, la facilitation de création d'entreprises, nous avons, l'État-gouvernement, nous avons fait un effort, passant donc du capital social pour les SARS et SARL. Nous sommes passés du capital social de 100 millions de 100 000 francs CFA à 5 000. Et aujourd'hui, à moins de 2 jours, nous créons donc une entreprise au niveau donc, du CFOR. Et il faut dire que la création également a été dématérialisée. Aujourd'hui, que nous soyons situés dans n'importe quelle partie du globe, nous pouvons, à travers le site web du ministère, qui est le PEB, la porte d'entrée du Burkina Faso, créer une petite et moyenne entreprise au Burkina Faso. Donc, Madame la modératrice, voilà ce que j'avais à dire pour ce qui concerne donc les mesures qui ont été prises au Burkina Faso pour contrecarrer la COVID et puis aussi pour permettre à nos petites et moyennes entreprises d'être beaucoup plus résilientes. Merci beaucoup. Merci énormément, monsieur. Je vais faire un petit résumé en anglais. I will continue in English because je vais poursuivre en anglais parce que je pense qu'il y avait un problème s'agissant de la qualité du son, de la connexion. Merci aux collègues du Burkina Faso. Alors, il a parlé donc des mesures prises par le Burkina Faso pour appuyer l'accès des petites entreprises au marché public. C'est très important et cela s'inscrit dans le paquet de réduction de fardeau administratif, de fardeau financier. Et c'est une partie très importante dans le cadre de ces mesures à l'appui des petites entreprises, par exemple la réduction de la TVA, et cela s'inscrit également dans ce paquet. Et finalement, il a souligné l'importance des systèmes électroniques des marchés publics. C'est quelque chose sur quoi la CNUTSI travaille depuis plusieurs années. Donc, merci infiniment d'avoir parlé de cette expérience précieuse. Je vois qu'il y a eu quelques interruptions et nous allons manquer de temps. Il y a encore 2 orateurs. Je vois que notre collègue du Mexique est connecté alors que l'Inde ne semble pas l'être. Peut-être que... notre collègue de l'Inde est connecté. Donc, je donne la parole à Madame Mercy Epao, secrétaire adjointe au ministère des MPME du gouvernement de l'Inde, et elle va nous dire ce qui est fait pour appuyer les MPME, le développement de nouvelles PME, particulièrement dans les zones rurales. Soyez bref, madame, dans vos commentaires. Excusez-moi de devoir vous le demander. Et vous avez la parole, madame. Mais nous avons peu de temps à notre disposition. Nous avons perdu la connexion avec l'Inde. Je vais donc donner la parole au Mexique, qui doit demander la parole en cliquant sur l'icône de la main levée. Notre orateur du Mexique est M. Luis Mejan, professeur de l'ITAN, et c'est également un délégué du Mexique
au groupe de travail 1, MPME, et également au groupe de travail 5 sur l'insolvabilité. Merci infiniment, monsieur. Merci infiniment, Madame la Présidente. Merci infiniment à la CNUTSI qui permet au Mexique de faire cette présentation. Je voudrais donc aborder 2 points. Il y a une présentation PowerPoint également, mais étant donné le temps qu'il nous reste, eh bien, je vais très rapidement parcourir ma présentation. J'aimerais vous parler de la réalité des MPME dans notre pays. J'aimerais également vous parler de ce que nous avons envisagé comme mesure grâce aux instruments de la CNUTSI. Tout d'abord, la réalité de ces MPME au Mexique. Ces MPME représentent 52% du PIB, du produit intérieur brut du pays. Il y a près de 5 millions d'entreprises. Un tiers de ces entreprises sont des entreprises formelles. Les 2 tiers ne sont pas des entreprises formelles, ce sont des entreprises informelles. Ces entreprises représentent 27 millions de personnes qui y travaillent, c'est-à-dire près de la moitié de la population active de notre pays. Alors, que se passe-t-il pour ces entreprises? Diapositive suivante, si vous le voulez bien. Voilà, la suivante, merci. Alors, que se passe-t-il pour ces 4,9 millions d'entreprises? Elles ont survécu, 3,9 millions d'entreprises ont survécu à la Covid-19. Nous en avons perdu 1 million. Pendant cette année et demie d'épidémie, 619 000 entreprises ont vu le jour. Ce qui est important, c'est que 20% des entreprises qui ont fermé, parmi celles des millions d'entreprises qui ont fermé, le tiers étaient des entreprises formelles et les 2 tiers approximativement étaient des entreprises du secteur informel. Parmi les survivantes, seuls 26% font partie du secteur formel. Alors, pourriez-vous passer 2 diapositives? Allez à la 3e diapositive suivante. Voilà, très bien, parfait, merci. Les conclusions de ma présentation, quelles sont-elles? Eh bien, la pandémie a touché de manière considérable les MPME, mais elles peuvent se relever, et on l'a vu. Sur 1 million d'entreprises qui ont disparu, il y en a 610 000 nouvelles qui ont vu le jour. Eh bien, nous devons nous poser la question suivante. La reprise économique, cela signifie qu'il faut mettre ces MPME dans le secteur formel. Pour l'instant, elles sont encore dans le secteur informel. Pourquoi? Eh bien, parce que elles ont un certain poids dans l'économie de notre pays. Et ce poids est très important. Passez, si vous le voulez bien, la diapositive suivante. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, celle-là. Merci infiniment. J'aimerais parler de l'importance des instruments débattus et approuvés au groupe de travail 1 et 5 de la CNUTSI. Ces instruments ont été soumis lors de la session de la commission. Le groupe de travail 1 a présenté un guide législatif pour faciliter l'inscription et l'accès des MPME. C'est essentiel. Pourquoi?
Le Mexique a consenti certains efforts en créant un régime simplifié. Dans ce régime en vigueur actuellement, 36 000 entreprises sur ce million d'entreprises dont j'ai parlé ont pu y avoir accès. Voilà pourquoi nous avons besoin de cet instrument créé par le groupe de travail 1. Maintenant, s'agissant du groupe de travail 5. Il nous a fourni ce régime d'insolvabilité simplifié. Pendant la pandémie, nous avons réuni les forces vives de la société pour créer ce régime d'insolvabilité simplifié. Mais le projet n'est pas passé. Il a été bloqué au Congrès. Voilà pourquoi la contribution du système des Nations Unies par le biais de ces deux instruments, eh bien cette contribution sera le moyen d'atténuer les effets négatifs de la pandémie et le moyen d'aider nos entreprises. Je voudrais vous remercier pour votre attention et le temps qui m'a été octroyé. Merci infiniment. Merci infiniment, Monsieur Mekhan. Il y a quelque chose que vous avez dit que je trouve remarquable. Donc 50% du PIB et à peu près la moitié de la population active se trouve dans le secteur informel. C'est ce qui a été dit par notre collègue de la Côte d'Ivoire. Il faut officialiser, formaliser ce secteur de l'économie. Et il faut donc formaliser ses possibilités pour ces entreprises. Et il faut que la CNUTSI aide ces MPME à avoir accès par le biais de procédures simplifiées, également ce régime d'insolvabilité simplifié. Il nous reste quelques minutes et je pense que notre collègue de l'Inde est connectée. Madame Epao, la parole est à vous. Excusez-moi de vous demander cela, mais je vous demanderai d'être très brève. Merci. Nous avons de nouveau perdu la connexion. Nous avons quelques problèmes de connexion, de liaison. Mais j'aimerais insister sur certains points que l'Inde voulait aborder. Il s'agit de points très importants dans le cadre de nos débats de ce matin. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à nouveau, il s'agit de la proportion des MPME dans le secteur informel, dans le cadre de l'économie indienne. Les efforts du gouvernement de l'Inde pour avoir des approches par regroupement, pour promouvoir certaines activités, pour appuyer tout ce qui a trait à la dette, par le biais de différents outils, des fonds de garantie également, et des mesures relatives à l'insolvabilité. Est-ce que la connexion est de nouveau rétablie avec l'Inde ? Si cela est possible, nous allons donner la parole à l'Inde. Non. Alors, par souci de célérité, je pense que ça sera difficile de donner la parole à l'Inde, et je le regrette, car l'Inde constitue une partie importante du monde en développement, mais les remarques de l'Inde seront affichées sur le site web, je vous l'ai dit. Ainsi, nous pourrons nous pencher sur l'expérience de l'Inde. Voilà, Monsieur le Président, je pense qu'il faut que nous arrivions au terme de cette première table ronde. J'aimerais ici résumer certaines choses que nous avons entendues. Nous avons entendu la Côte d'Ivoire qui nous a parlé de l'importance de l'enregistrement, l'immatriculation des MPME, l'importance du secteur des MPME, du secteur informel. Aussi, cela a été abordé par le Mexique. En effet, il faut permettre aux MPME d'avoir accès aux différents mécanismes, aux activités d'aide gouvernementale. Cela a été dit, le gouvernement ne peut pas simplement proposer de l'argent et que tout le monde se serve. Non. Il y a bien sûr les contribuables, il y a également d'autres parties de la société qu'il faut prendre en compte, et il faut donc avoir un secteur formel. Maintenant, s'agissant des procédures d'insolvabilité simplifiées,
Il faut donc prendre en compte tout cela. La Colombie donc a dit également, tout comme la Thaïlande, qu'il fallait un mécanisme pour permettre une résolution, un règlement des litiges plus simple. Le Burkina Faso a également parlé de réglementation du secteur et des marchés publics. Et il faut donc que les PME aient accès à cet important secteur. Donc l'Inde n'a pas pu nous parler de PME en Inde. Nous avons entendu la Banque mondiale, tout ce qui est macroéconomie, accès au crédit, règlement des litiges, cela a été abordé par notre collègue du GIZ, et tout ce qui est fait pour appuyer un règlement de litige et un mécanisme efficace pour favoriser l'économie, mais également pour attirer l'investissement. Nous avons entendu les bénéfices pour les pays, s'agissant de la collaboration entre les organisations internationales et les bailleurs de fonds. Et cette agence a de nouveau insisté, ce qui avait été dit par la Côte d'Ivoire. Donc en conclusion, il s'agit là de témoignages, sources d'inspiration, de bonnes pratiques, d'expériences du monde entier. S'agissant de l'appui aux PME, on a entendu que dans certains cas, 90% des entreprises sont des MPME, ils emploient un grand nombre de personnes, et si nous ne permettons pas à ces petites entreprises de grandir, de se relever après le choc considérable de la pandémie, l'économie sera en difficulté. Il faut travailler avec d'autres agences, avec les États, et nous sommes heureux d'avoir entendu des demandes d'aide. Et nous avons avec plaisir entendu quels étaient les bénéfices des textes de la CNUTSI. Et un peu plus tôt dans la session, nous avons entendu parler de l'urgence concernant le changement climatique, les émissions zéro. Et nous espérons pouvoir prendre en compte ce travail et appuyer les 3 piliers des ODD. Donc, tout ce qui a trait à l'économie, à la société, mais également à l'environnement. J'aimerais également remercier toutes les personnes qui ont participé, ceux qui ont tenté de participer, qui ont eu des problèmes de connexion. Merci à ceux qui ont écouté et qui vont diffuser les expériences qui ont été partagées. Nous aurons une pause de quelques minutes parce que nous avons besoin de mettre à jour le système informatique